Et le voir passer 3e et LeBron James 2e, c'est pas rien, Tutur. Alors ouais, c'est pas rien, mais moi je vais pas te mentir, tu sais, pour moi c'était pas une surprise parce qu'en fait on le sait, tu vois, on le sait qu'il va passer Karl Malone et en vrai de vrai, on sait qu'il va passer Kareem Abdul-Jabbar. Personnellement, j'en suis persuadé. Ça te fait, même si on le sait, le voir passer comme ça, c'est Miles. Est-ce que c'est pas, ça te surprend pas? Enfin, c'est pas que ça te surprend, mais ça te fait pas bizarre, c'est plutôt ça. Non, franchement, ça me fait pas bizarre. Moi, je te dis, je pense que ça me fera quand même un peu plus bizarre lorsqu'il passera numéro 1, parce que je pense que même demain, il se fait les croisés, il reviendra, il fera en sorte de passer Kareem Abdul-Jabbar. Quoi qu'il se passe, même s'il doit finir à 55 ans. Voilà. Donc, bon, ça me fait pas bizarre, mais c'est plus quand tu prends un peu de recul et tu vois 36 000 points, que tu vois la liste un peu du top 100 des scoreurs, tu te dis, il y a lui, c'est vrai, oh, mais lui, il l'a dépassé depuis longtemps, lui, il l'a dépassé quand il avait même pas 30 ans. C'est là que tu te dis que c'est quand même incroyable. Mais tu vois, le fait de l'avoir dépassé, bon, voilà, ça reste exceptionnel, mais ça m'a pas plus étonné que ça. Alors, LeBron James, aujourd'hui, est à 36 947 points. Il lui fallait, dans le match face aux Wizards, marquer seulement 20 points pour dépasser Karl Malone. Il en a marqué 38 ou 36. 38. Ouais, 38 dans une nouvelle défaite des Lakers, 127-119. Mais peu importe, on n'est pas là pour parler de la saison des Lakers. On est là pour se poser cette question, de savoir, et j'ai envie d'avoir ta première réaction sur ça. Est-ce que tu as toujours considéré LeBron, toi, comme un scoreur? Et pourquoi il n'est pas considéré comme un scoreur aux yeux, parfois, du grand public? Parce que je pense que c'est pas simple comme réponse, mais c'est qu'en fait, LeBron, quand on pense à LeBron, on pense à un joueur all-around, que ce soit en attaque, un attaquant qui est capable de faire plein de choses sur le terrain. On le sait, c'est lui qui a amené cette polyvalence sur ce poste-là, et puis sur tous les joueurs. Hein, les postes 4, ils sont bien plus polyvalents. Bref, tous les joueurs sont bien plus polyvalents. C'est lui qui a apporté ça. Et en fait, le scoring, ça fait partie des choses. Mais il a toute cette polyvalence, il a emmené à un tel niveau que forcément aussi il emmène le scoring. Et lorsqu'on voit qu'il est arrivé à 18 ans, il a fait sa première saison à 20 points, après je crois qu'il passe à 27, ouais. 20, 27, après des saisons à 30. Toute cette longévité, le fait de presque pas avoir été blessé, sauf ces derniers temps, en fait, ça l'emmène là. Et il a réussi à scorer sur tout type de basket. Le basket du début des années 2000, c'était pas le même basket que la fin des années 2000. Le basket des années 2010, c'est pas le même basket qu'aujourd'hui. Et c'est un gars qui a réussi à s'adapter sur toutes les formes de coaching différents. Donc, toutes les formes de basket différents. Donc, bravo à lui et méga scoreur. Écoute, il est capable de tout faire. Bravo. On va accueillir un auditeur qu'on connaît très bien, c'est même plus un auditeur, puisqu'il va faire toute l'émission avec nous. C'est Stephen Brun, covidé, mais de chez lui. Et j'espère qu'il va mieux. Comment ça va, Brun? Salut tout le monde, ça va, tranquille. Tu vas bien? Alors, donne-nous un petit peu de tes nouvelles déjà. Toi, ça fait quelques jours que tu es covidé à la maison. Est-ce que ça va mieux? Ça va un petit peu mieux. Oh, la bonne nouvelle, c'est que ce matin, j'étais positif et que ce soir, j'ai vu qu'une barre sur le test. Donc, éventuellement, je suis négatif. En général, c'est comme ça que ça marche, ouais. Si tu n'as qu'une barre. Oui, mais bon, tu sais pas la fiabilité, tu vois ce que je veux dire. Tout à fait. Justement, en termes de fiabilité au scoring, LeBron James, est-ce que toi, j'ai posé la question à Arthur, parmi toutes ses qualités, Arthur nous parlait de la polyvalence qui justement cachait peut-être ce côté scoreur incroyable. On rappelle, LeBron James, quasiment, il est dans sa 18e saison NBA, il tourne à plus de 27 points de moyenne depuis son début de carrière. Ah oui, il est à 27 depuis le début de sa carrière en moyenne. Comment t'expliques finalement que c'est vrai que quand on cite, et il s'en est plein, quand on cite la liste des meilleurs scoreurs de l'histoire, mais rarement son nom sort en premier? Parce que c'est pas un... Je sais pas en fait. C'est pas simple, hein. Non mais parce que c'est pas peut-être il est trop all around pour qu'il soit catalogué uniquement comme scoreur pur alors qu'il met des points, et je pense qu'il fait tellement de choses à côté qu'on en oublie qu'il est capable de mettre des paniers. Maintenant, les gens qui sont pas capables de dire que LeBron James est un scoreur, je sais pas, il y a un problème d'objectivité. Moi, j'ai toujours considéré LeBron comme capable de mettre des points. Il le prouve mieux que quiconque cette saison-là. Maintenant, est-ce que le fait qu'il fasse beaucoup de passes, il prenne beaucoup de rebonds, que peut-être ça le dessert sur le fait de dire c'est un énorme score, peut-être, je sais pas. Alors attention. J'ai pas de débat moi là-dessus. Hein. La question, c'est pas de savoir est-ce que c'est un scoreur. La question, c'est de savoir est-ce que c'est un top scoreur dans l'histoire. Et moi, j'ai des questions à vous poser, parce que est-ce que le fait que, par exemple, LeBron sache tout faire, mais je pense à Kobe, je pense à Jordan, notamment, qui sont considérés comme les scoreurs qui nous ont marqués vraiment. Ils avaient ces espèces de go-to-move où tu les voyais sur des matchs faire 5, 6, 7 fois, 8 fois ces fadeaway, ces post-up. Est-ce que le fait que LeBron n'ait pas
comme il sait tout faire, j'ai jamais trouvé que LeBron avait un vrai go-to move sur demi-terrain. Il a ce Quand petit. il percute le cerf, gros, c'est un peu son go-to move quand même. Oui, non, mais tu m'as. Ouais, c'est pas ce que j'appelle un vrai go-to move. C'est de la transition, c'est de l'open court. C'est très dur à faire. Il le maîtrise à la perfection. Mais est-ce que le fait que ça soit pas un shooter naturel, qu'il n'ait pas un go-to move, est-ce que peut-être on en a presque oublié que, ben, finalement, même sans ça, c'était malgré tout un scoreur de très haut niveau? Moi, honnêtement, je vais répondre à cette question, puisque je vous ai posé la question à tous les deux. Moi, je pense que je vous rejoins complètement sur la versatilité de LeBron qui fait. En fait, on a oublié que ben, c'était un top scoreur. Et c'est vrai que moi, que tu me demandes mes 3 meilleurs scoreurs de l'histoire, ben, tu sais, je vais pas citer LeBron. Alors qu'en fait, là, tu vois, en bossant le truc, en fait, c'est ça déclat qui m'a un petit peu mis la puce à l'oreille. Puis tu regardes, je fais, mais non, mais en fait, c'est n'importe quoi. Même des fois, tu sais, on cite des David Thompson de Denver, des mecs. Mais en fait, LeBron, tu vois, tu peux pas ne pas le citer quelque part. Mais je reste persuadé que ça soit pas un shooter pur à 3 points, que ça soit pas un shooter naturel, qu'il n'ait pas un fadeaway, un go-to move à lui. Il a quand même son fadeaway quand il est au poste bas, qui maîtrise quand même plus correctement. Sur le tard, il a eu. C'est vrai que tu as raison, Steph, il a eu sur le tard. Mais je reste persuadé que c'est fou. Il est presque victime de tout ce qu'il sait faire. Et là, je vous rejoins complètement. Pour moi, c'est clairement ça. Il est victime de tout ça. Après, c'est intéressant ce que tu dis sur tout terrain. Sur le demi-terrain, il n'a pas ce move où il peut se reposer, même Dirk l'avait, Karim Abdul-Jabbar, j'en parle pas, où tu sais que dans tous les cas, il va pouvoir prendre un tir dans des bonnes conditions, sans forcément le mettre, mais au moins avoir le tir et potentiellement un bon pourcentage. Après, moi, si je pense à un move de LeBron, effectivement, c'est sa capacité à pouvoir percuter et être hyper fort en transition. Je me rappelle à l'époque, la NBA, ils avaient fait une pub en disant le train passe et ils mettaient que des images de LeBron qui mettaient des transitions où il mettait un tomahawk ou même il avait la faute sur un double pas et il mettait quand même le panier. Donc je pense que globalement c'est ça. Mais après, comme tu dis, hein, il s'est caché par toute sa polyvalence. Après, je pense qu'aussi ce qu'on lui reproche et ce qui je pense pas tout à fait à tort, c'est le fait qu'il ait eu du mal, il n'y avait pas cet instinct clutch de tueur et donc de scoreur, de marquer des paniers dans des moments importants sur un premier tiers un peu plus de sa carrière et sa première année à Miami. Ce qu'on lui a beaucoup reproché, de des fois préférer la passe au tir. C'était vraiment un pass first pour toi aussi, Steph, LeBron? Ouais, j'ai eu l'impression de ça au début de sa carrière. Maintenant, enfin le débat il est étrange quand même parce que est-ce que les mecs qu'il a dépassé Karl Malone ou le mec qui va dépasser Jabbar étaient considérés comme des purs scoreurs? Je suis même pas sûr, gros. Et ces mecs-là ont mis des points parce qu'il y a eu une longévité exceptionnelle. C'est aussi le cas pour LeBron. Le fait qu'il soit deuxième meilleur scoreur all-time, c'est parce qu'il y a une longévité exceptionnelle aussi. Maintenant. LeBron James, il a voulu aussi être le plus complet possible parce qu'il aurait pu se travailler un move en particulier et le faire systématiquement quand il avait besoin de mettre des points. Lui, il a décidé de se spécialiser sur d'autres choses aussi. C'est ça aussi qui fait sa force. Et moi, je trouve ça beaucoup plus compliqué aujourd'hui d'être très bon sur plusieurs choses que d'être spécialiste que d'une seule chose. Très bien, j'entends. Par contre, tu parlais de la longévité. C'est vrai qu'en moyenne, parce que c'est important de voir le nombre de points, en moyenne, LeBron James, pour le coup, il est 5e dans l'histoire pour l'instant. Jordan est premier avec 30,1, Wilt avec 30,1 aussi, Elgin Baylor, Kevin Durant et LeBron James avec 27,1 et que 5e, mais ça reste quand même énorme dans l'histoire. On a 100K avec nous, alors je ne sais pas s'il les a sur Instagram, mais en tout cas, c'est son prénom. Salut 100K. Salut, Tu vas bien? Ça va bien et vous hein? Ça va très. Oh non, on va se tutoyer. On est à la maison, on est entre potos. Enfin, quand je dis vous, c'est tout le monde. C'est pas que toi. Hein. Comment ça va, Sanka? Moi, ça va. Tu veux nous parler de LeBron James? Bah oui, hein, faut bien. Alors dis-nous tout. On va remettre. Est-ce que tu es d'accord déjà avec la question de ce débat, de se dire que finalement LeBron James est peut-être un scoreur sous-coté? Oui et non, en vrai, parce que on peut comprendre. Après, vous en avez déjà parlé, mais on le sous-cote pas en termes de scoring, mais c'est plus vu que c'est pas un shooter naturel comme vous l'avez dit, ça joue. Et le fait aussi que qu'il fasse beaucoup de choses. Et en fait, tout régulièrement, par exemple, il y a quelques semaines, on a dit oui, il est passé à 10 000 passes, donc on passe à côté du scoring. Dans quelques mois, il va passer devant Magic, donc on va encore reparler des passes. Donc à chaque fois, en fait, on parle d'autres choses et on n'est pas focalisé, par exemple, au scoring comme on aurait pu l'être avec Kobe ou Jordan, ce genre de choses. Et couplé à ça, le fait que ce soit pas un scoreur naturel, ça donne un peu ça, quoi.
Mais tu vois, tu viens de dire c'est pas scoreur naturel. Mais moi, je pense que LeBron est un scoreur naturel. Clairement. Incroyable. Clairement, c'est juste que. Non, mais en termes d'adresse, c'est plus en termes d'adresse. Alors, on en revient au fait que c'est vrai que le fait que ce soit pas un shooter naturel, qui a beaucoup travaillé. On peut pas résumer scoreur et shooter. Enfin, on peut pas associer les deux. Tu peux très bien être un énorme scoreur sans être un fantastique shooter. Ouais, mais Jabbar, c'est pas un shooter, hein. C'était un scoreur incroyable, le Shaq. Et puis, dans les pourcentages d'adresse, à 2 points et en adresse générale, il est au-dessus de Kobe. les gars, Ouais. de Kobe, de Jordan, peut-être pas de Wilt, Durant à voir, mais en adresse générale, c'est 52-53%. C'est comme ça. C'est quoi le career high de LeBron sur un match? C'est 61 contre Charlotte. Les Charlotte. Contre les Bobcats. Tu vois ce que j'allais dire, s'il s'était arrêté à 50, on aurait pu dire voilà, il paye ça aussi parce qu'il n'a jamais eu d'énormes performances, mais quand tu es capable de monter à plus de 60. On est d'accord. Ouais, Et puis même les matchs à 50, hein. Les matchs à 50 points, il y en a un paquet. Il y en a un paquet. Tu vois, tu as cité Kevin Durant, et c'est là où je voulais aller un petit peu dans ce débat aussi. C'est aujourd'hui, on vous dit, entre Durant et LeBron James, c'est qui le meilleur scoreur? Je pense que 90% des gens, meilleur scoreur, je dis pas meilleur joueur, hein. Calmez-vous dans le chat. Les deux c'est pareil. Gros. Tu trouves? Tu trouves, Steph? De quoi? Que entre Durant et LeBron, c'est pareil au niveau du scoring? Non, je te disais les deux, meilleur scoreur, meilleur joueur, c'était pour piquer les fans de LeBron, pardon, excuse. Mais tu vois, pour le coup, non, excuse-moi, c'est moi, je t'ai pris premier degré. Tu vois, si on se pose la question, moi, j'irai toujours naturellement, si je regarde pas les stats, j'irai toujours vers Kevin Durant, tu vois. Bah ouais, mais je pense que moi aussi, et je suis fan de LeBron depuis la première heure. Je kiffe ce que fait Durant aussi, même s'il y a cette rivalité. Mais voilà, c'est ma meilleure scoreur. Par contre, le meilleur joueur, tous les jours, je prends LeBron, c'est tout. Et toi, c'est deux choses différentes. Comment tu situes LeBron, toi, dans la grande hiérarchie des scoreurs de l'histoire NBA? Bah, en fait, moi, déjà, si tu compares avec KD, c'est celui qui m'a fait aimer le basket. Donc, déjà, je peux pas comparer avec KD. Mais, en fait, LeBron, il dégage une forme de banalité, en fait. Et ça joue un peu contre lui, dans le sens où, vu que tous les ans, en fait, il est toujours au même niveau, il régresse pas, il a pas une saison en dedans, à part qu'il a été blessé peut-être la saison dernière, quoi. Mais, du coup, en fait, admiratif, mais à ce sentiment de en fait c'est normal et du coup ça peut jouer contre lui dans un certain côté, quoi. Quand il Après, Quand il est arrivé en NBA, il a ouvert une nouvelle ère. C'était un petit peu ce truc all around. On était dans une ère de scoreurs purs. Alors Jordan, Kobe évidemment, T-Mac, même Vince Carter quand il est rookie. On était sur des scoreurs vraiment. On te donne la balle, tu mets 25-30 tous les soirs. LeBron a amené ce truc all around. Il n'empêche que dès sa deuxième saison, il met 27 pions par match. Tu vois, il fera 2 fois 30 points et plus en carrière. Comment tu juges l'évolution? Et Steph, après, je voudrais ton avis. Toi aussi, qui était un scoreur, un shooter plus que scoreur. Mais comment tu juges l'évolution dans le scoring de LeBron au fil des années? Je pense que ça passe aussi par des contextes. Il arrive dans une équipe qui est très mal classée. Il fait, je crois, 35 victoires de plus. Bref, il est rookie. Au début, il découvre la NBA. C'est un jeune lion. Voilà, beaucoup d'énergie. Limite du mal à canaliser son énergie. Les highlights sont incroyables. Beaucoup de déchets et tout. Et petit à petit, il se développe et il commence à avoir des attentes autour de lui pour qu'il fasse passer un cap à son équipe. Et ça se ressent aussi sur le scoring où ça descend un petit peu et où il a plus cette volonté d'emmener les gars avec lui et donc d'être plus all-around. Après, il y a son arrivée à Miami où ses stats baissent drastiquement, entre guillemets, parce qu'il descend à 25 ou 26 points sur ces années là-bas. Mais là, il est clairement dans le truc. Je suis efficace. Il avait fait des saisons d'efficacité générale. Miami, il fait 26-7 la première année, 27-1 la deuxième, la troisième, il fait 26-8 et après, il fait 27. Il n'a pas une saison à 25 à Miami ? Je crois qu'il a des saisons à 25. Non, je suis devant là. Il y a non, pas... 26. Ok. 26. Il fait 25 la première année de retour à Cleveland. Tu peux inventer des saisons, il n'y a pas de problème, Arthur. Je vais pas inventer il est mauvais celui-là pour le baisser. Et donc là, à Miami, c'était clairement emmener l'équipe et gagner le titre parce qu'en fait, il n'avait pas le choix. Donc le scoring, au bout d'un moment, il jouait, c'était pas secondaire, mais en tout cas, voilà, son but, c'était de gagner. Et après, quand il revient à Cleveland, là, il connaît le chemin, il a déjà 2 titres. Et pareil, les stats sont peut-être un petit peu plus basses que son premier passage à Cleveland. Et là, clairement, c'est emmener l'équipe pour gagner. Donc voilà. Steph, avant
avant d'avoir ton avis, et je le veux, ton avis sur l'évolution au fil des années dans le scoring de LeBron James, on va dire au revoir à Sanka. Merci de m'avoir appelé, Sanka. Merci. Merci à vous les gars, bonne soirée, À très bonne vite. continuation. Merci beaucoup. Et on va accueillir Uriel avec nous, qui lui veut nous exposer sa Ariel thèse. Urtis. Non, c'est pas Uriel Urtis, mais en tout cas, on va lui demander. Salut Uriel, comment ça va? Bonsoir, je vais bien et vous? Ça va très très bien. T'as vu, à peine arrivé, petit jeu de mots de Steph Brun. Comment être bien reçu chez First Team? Alors pour toi, tu as envie de nous expliquer que pour toi, LeBron James est avant tout un scoreur naturel, avant d'être un pass first. Je dis pas qu'il est avant tout un scoreur naturel. Je dis que les gens confondent en fait le fait d'être un shooter naturel et un scoreur naturel. LeBron, c'est un scoreur naturel. C'est quelqu'un qui, par sa puissance en début de carrière, avait un drive que personne ne pouvait arrêter. Sous la raquette, il était intenable. C'est un fait. C'est ce qui fait sa particularité première lorsqu'il s'agit lorsqu'il s'agit d'être un scoreur. Lui, c'est sous la raquette qu'il était puissant. Chez les Cavaliers. Et après, lorsqu'il est arrivé à Miami, il a développé son shoot parce que après la catastrophe face à Dallas, bah, il a dû développer son shoot à mi-distance à 3 points. Et c'est comme ça en fait qu'il est devenu un tireur, un scoreur complet. Mais sinon, c'est un scoreur de base. Juste que les gens, étant donné qu'ils ne shootaient pas tout le temps à 3 points, ils ne shootaient pas tout le temps à 2 points, bah, les gens n'ont pas considéré cette partie de lui, quoi. Mais sinon, c'est un scoreur. C'est un joueur complet, mais c'est surtout un scoreur. Steph, Uriel nous parle de l'évolution du tir de LeBron James sur l'arrivée à Cleveland. J'ai l'impression que ça commence un peu quand même sur la fin de Cleveland, quand je le vois contre Détroit, notamment quand il sort Détroit, où il est capable sur des matchs d'avoir des crises. Comment tu juges, toi, l'évolution du tir de LeBron au fil de sa carrière? On voit qu'il a toujours des pourcentages corrects. Ouais, l'évolution déjà du nombre de tirs pris, elle va avec l'évolution du jeu en NBA. Je crois que LeBron aussi s'est adapté à l'évolution en NBA. Mais je voudrais revenir un peu sur un sujet dont tu as parlé il y a 5-6 minutes, sur l'impression qu'on a de Kevin Durant et de LeBron James. Pourquoi les gens sont quasiment unanimes sur le fait que Kevin Durant soit pour eux un meilleur scoreur que LeBron James? C'est que tu as cette impression que LeBron, tu peux éventuellement l'arrêter de scorer. Parce qu'il n'est pas d'une énorme fiabilité sur le tir longue distance, que de temps en temps, quand il peut pas driver, quand c'est bien défendu, il peut pas driver, il peut pas scorer. Et t'as pas cette impression-là avec Kevin Durant, tu vois. Kevin Durant te donne l'impression de pouvoir marquer dès qu'il a envie. Et cette cette impression-là, LeBron te la donne pas. Alors qu'elle est, à mon sens, Elle existe. Elle existe. Et tout ça, c'est dû uniquement au phénomène d'adresse, en fait. C'est pour ça que je pense que le regard est biaisé entre LeBron et Kevin Durant. Certes, moi aussi, je donne avantage à KD, mais le gap, il est pas si monstrueux que ça entre les deux. Pour moi, il est juste en termes d'adresse. Après, l'évolution de tir de LeBron, il y a une évolution technique, moi, il me semble. Très clairement sur la gestuelle, sur la prise des appuis, sur les prises de tir aussi. Son petit step back à gauche, rappelez-vous, au début de sa carrière, inconnu au bataillon. Donc il y a une évolution technique, une évolution même de la gestuelle. Si on se remet des vidéos de LeBron quand il arrive au tout début à Cleveland, c'est pas pour moi, c'est pas la même gestuelle. Et puis après le nombre de tirs pris va aussi avec l'évolution de la NBA. Je l'ai dit, il en prend plus parce que c'est même pas parce qu'il a plus de cannes, parce que moi j'ai vu faire des matchs cette année où les cannes mettent des tomards, les cannes il les a encore. C'est parce que la NBA veut ça aussi, et que peut-être les systèmes de ses coachs, quoi qu'on en dise, je reste persuadé qu'il y a quelques systèmes aussi font que il y a des positions de tir à 3 points qui sont peut-être plus prédominants que d'autres situations. Donc moi je pense qu'il a fait évoluer son jeu, il a fait évoluer sa gestuelle. Moi je la trouve correcte, hein. Les pourcentages vont pas à 40%, mais ça reste un joueur très dangereux à 3 points, LeBron. Arthur, j'aimerais avoir ton avis sur ce qu'a dit Steph. C'est archi intéressant, la comparaison avec Kevin Durant. On aime bien les comparer et on va profiter de le faire. Et j'ai noté là, je me dis qu'en fait, c'est presque un délit de sale gueule autour de LeBron, puisque c'est la manière. On a l'impression un peu que de Durant, comme un peu avec Melo, qu'ils ont cette facilité de trucs indéfendables et tout. Et que LeBron, c'est parfois un petit peu plus en force. La force, la puissance, ça fait partie du jeu, plus que beaucoup d'autres choses. Et que finalement, encore une fois, le all-around a desservi LeBron, mais par moments aussi, sa férocité, ce qui est archi important en NBA, lui aussi fait défaut par rapport à des mecs peut-être plus élégant.
Bah, bien sûr, souvent, t'as des gens qui connaissent pas tellement le basket, quand ils entendent LeBron James, c'est le gars qui fonce tout droit dans tout le monde et qui va mettre des dunks. Donc, effectivement, il y a cette image de bourrin qu'il a collé à Giannis la peau. Antetokounmpo a un petit peu ce délit de sale gueule aussi. Ouais, après, LeBron, c'est quand même bien plus adroit et Oui. au niveau du tir et beaucoup plus naturel, bien que pour certains, ça ne le soit pas. C'était juste une comparaison. Ouais. Quand des fois on dit la puissance, bourrin. Voilà, mais c'est bon. ça. Et en fait, on a du mal à respecter ça. Il y a trop de joueurs. Blake Griffin, au début de sa carrière, les gens ne le respectaient pas. Ils disaient, il met 25 points, il met que des dunks, c'est un bourrin. Et en fait, LeBron, il a eu un peu ce. Westbrook, pareil. Ouais, Westbrook, pareil. Et il y a plein de joueurs pour qui c'était comme ça. Westbrook, et il y avait donc, quand même d'autres. On le pointait du doigt pour d'autres choses quand même. non, mais et en fait, aussi, Non, il traîne. Il allait tout droit aussi. Ouais, sur le fait qu'il allait tout droit. Et en fait, quand on a des attentes pour potentiellement le plus grand joueur de tous les temps, on n'a pas envie que ça soit qu'un bourrin qui mette des dunks. Donc c'est pour ça aussi que le regard était un peu biaisé et qu'on mettait en avant uniquement ses qualités athlétiques. Uriel, tu es d'accord avec ça sur la manière de marquer des points? Finalement, des fois, on va privilégier l'esthétisme à peut-être à la férocité. Tu valides ça? Mais c'est clairement en fait ce qu'il y a comme comparaison entre Kevin Durant et LeBron James. Lorsque l'on voit jouer Kevin Durant, il a une sorte d'élégance, sa manière de shooter, de dribbler, faire le drive, ensuite s'arrêter sur ses appuis, aller directement en tir à mi-distance. Et LeBron, lui, il prend le ballon, cross, il part tout en puissance. Il n'y a pas tellement d'élégance dans sa manière de faire généralement, mais c'est super efficace. Mais c'est une des raisons pour lesquelles les gens trouvent Kevin Durant comme étant un meilleur scoreur par rapport à LeBron James. Mais ça ne change pas grand-chose. Au final, le plus important pour eux, c'est de scorer. Et lorsque l'on regarde, comme je ne me rappelle plus de son nom, parce que je suis en train de faire plusieurs choses en même temps. Uriel, ce que j'allais te demander, t'es essoufflé, mon gars, ou quoi? T'es à la salle? Oui. Tu une cartouche, Uriel, ou pas? Ouais, je fais plusieurs choses en même temps. Donc, Ouais, mais c'est pas grave. Non, mais en fait, c'est surtout pour dire au final que les deux sont des gros scoreurs. Il y a peut-être un léger avantage pour Kevin Durant parce que ça se voit, il force très rarement ses shoots. C'est super efficace, c'est super précis, c'est un vrai assassin. Mais dire que LeBron n'est pas un scoreur, c'est quand même, comment dire, c'est pas juste, quoi, tout simplement. Est-ce que alors on revient à ce que tu disais, Steph, j'aimerais ton avis là-dessus. Oui. Est-ce que le fait aussi il y a encore, c'est sévère, hein, parce que LeBron l'a quand même fait, mais on a aussi là, dans l'imaginaire commun, l'impression que KD est peut-être plus clutch que LeBron, et en fait, et quand je de mémoire, je suis même pas convaincu. Je suis même pas convaincu d'avoir. J'ai plus là de buzzer beater de LeBron que de ceux de KD. Par contre, j'ai deux finales NBA. Par contre, j'ai deux finales NBA où ils sont en bugne à bugne. Alors, ils n'ont pas la même équipe. Ils en ont fait 3. Oui, mais j'ai les deux, surtout celle de Warriors. Ouais. Parce que c'est vrai que pour le coup, la première, ils lui marchent dessus. Ouais. Ils leur marchent dessus. Et KD, c'est le seul à avoir un peu la tête haute. Mais sur les deux finales avec les Warriors, ils sont minérés en bugne à bugne. Pas avec les mêmes coéquipiers, mais KD, là, il donne une impression de domination qui peut peut-être aussi rester dans les mémoires par rapport à ça. Mais, je crois que là aussi, c'est un jugement qui est biaisé parce qu'on a voulu nous rentrer dans le moule que LeBron n'était pas clutch. Et à force de répéter les choses, tu sais très bien que au bout d'un moment, ça rentre et que tu es convaincu de certaines choses qui sont fausses. Et je vais pas te mentir, moi aussi j'étais convaincu par ça, que LeBron était une craquette phénoménale dans les moments chauds. Et finalement, c'est pas juste. C'est pas juste parce c'est que même très sévère. C'est ouais, très sévère. Mais il y a beaucoup de choses qui sont sévères sur LeBron, hein, même si je le mets pas dans mon top 3 all-time, mais il y a beaucoup de choses qui sont sévères. Avec ça, c'est sévère. Très sévère. Mais c'est réel, c'est réel. Ça, c'est compliqué quand même. Pardon, Ariel, t'as fini de... Ça y est, t'es avec nous à 100%. C'était Uriel. Oui. Ne pas mettre LeBron dans son top 3 all-time. Restons. Ça, c'est un choix, ça. C'est un choix, Ariel. Mais LeBron est clutch. LeBron est clutch. Il y a quelque chose qui fait très mal à LeBron aussi. Et là, par contre, on n'est pas sur quelque chose qui n'existe pas. C'est lacune de lancer franc. Mais qu'il a lâché trop de lancer franc dans des moments importants. Et ça, c'est une réalité. Et je parle pas de tir à 3 points. Ça a toujours été son bémol. Ça a toujours été son bémol. Et mine de rien, ça fait tâche. Et c'est pour ça que les gens assimilent LeBron à un choker dans le money time. Parce qu'il a pu égarer quelques lancers francs. Ah ouais, et moi j'irais plus loin. Moi je pense que
ce qui pèse beaucoup dans la balance, on n'en parlait pas avant son départ à Miami, mais clairement c'est Miami et la première année, la défaite contre Dallas, c'est le match 3 je crois, où il met 8 points. Ça là, ça restera le plus gros caillou exactement. dans la chaussure de LeBron de sa Exactement. carrière. Et voilà pourquoi, parce que Ryan il disait c'est scandaleux, voilà pourquoi il n'est pas top 3 mon grand. Parce qu'il a perdu contre mon joueur. Mais c'est vrai que les finales des Mavs, c'est un argument qu'on peut sortir. On rappelle que sur ces finales, il tourne entre 17 et 18 points par match. Il fait un match à 8 points. Et même, tu sais, le match, sur le match 2013, quand il gagne en 7 matchs, Ouais. il fait un match 7 il met exceptionnel, mais le match 6. Il est dans un struggle d'adresse terrible. Il est dans un et c'est vrai qu'on l'a. Ouais, mais ça, on s'en rappelle pas. Ah, moi, je m'en souviens. Ouais, mais on se rappelle que le match d'après, il met 37 et il met le panier sur Kawhi Oui, qui mais fait gagner le truc. Tu vois. on est sur des open down d'adresse et on en revient à ce qu'on dit souvent, c'est que sur des matchs qui se jouent un peu demi-terrain, parce que les Spurs à l'époque, ils n'étaient pas faux, ils l'ont amené là-dessus. Et c'est vrai que par moment, l'adresse, on disait, ah ouais, mais tant qu'il ne progresse pas là-dessus, parce que souviens-toi comment Kawhi défend. Bah en fait, Comment Kawhi défend sur lui en 2013, il recule, et Boris aussi, il recule à chaque fois, il lui donne le tir. ouais, c'est le choix qui avait clairement été fait par Popovich et les Spurs. Je me rappelle très bien de ces finales. Mais en fait, il avait réussi à trouver d'autres choses. Et c'est là aussi qu'on voit que c'est un formidable scoreur. Dès qu'il avait pu mettre de la transition, il l'avait fait. Il avait été relativement adroit sur ses séries au lancer franc et il avait réussi à tirer pas mal de pull-up à 2 points. Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était flagrant. D'ailleurs, le panier qui tue les Spurs sur le match 7, c'est un tir à 2 points qui est défendu. Énorme tes jeux. Ouais, énorme tes jeux. Un peu dégueulasse comment ça rentre. Mais voilà, il avait réussi à scorer comme ça. J'aimerais bien qu'on revienne aujourd'hui sur LeBron James. Il a 38 ans. Est-ce que ça vous impressionne encore de voir ce mec-là à 38 ans qui est en course pour être meilleur scoreur de la ligue? Et est-ce que finalement, il a peut-être pas. C'est pas l'année où il a été le plus scoreur finalement de sa carrière? Il est obligé. Est-ce que c'est presque pas sa meilleure saison au scoring dans la manière en tout cas? Non, moi, j'en vois d'autres. Ah, t'es un peu dur pour dire que c'est la plus grosse. Ah, attends, ça veut pas dire que les autres étaient caca. Je te dis qu'il a 38 ans et la régularité. Tu mets juste son âge en perspective. C'est juste parce qu'il a 38 ans que pour toi, c'est une des saisons. Je mets pas que son âge, je mets les stats qu'il envoie. Il a mis des 50 sur 2 semaines, il a mis 2 ou 3 fois 50. Ouais, mais les circonstances ont fait qu'il était obligé de mettre les 50. Parce qu'il a une équipe cata, parce que Davis est blessé, parce que Westbrook est en dépression, et il n'y a aucun signe d'humour et aucune ironie dans ce que je dis sur Westbrook. Et qu'à un moment donné, aussi fort que t'es, comme LeBron, si tu peux mettre les 50, il va mettre les 50. Donc, les circonstances font qu'il fait une saison scoring fantastique. Je suis pas sûr que c'est ce qu'il souhaite lui, mais il a compris qu'il y avait peut-être plus que ça comme leitmotiv. Dites-moi dans le chat si ma question elle est un peu bébête, de se demander si cette saison c'est pas la meilleure saison de LeBron au scoring dans la manière. Voilà, j'insiste vraiment sur dans les points, on sait qu'il a fait une saison à 31, à plus de 31, il a fait une saison à 30 tout pile, mais dans la manière, dites-moi si dans la manière, elle vous impressionne comme la meilleure saison de LeBron au scoring. Toi, Arthur, tu n'es pas d'accord? Non, je vois d'autres saisons. Je vois sa saison 3 ou sa saison 4, je crois, où il a 31 points dans un basket qui était beaucoup plus lent. Et là où il était vraiment... Troisième saison, 31-4. Ouais, il était hyper porté sur le scoring. Et c'était, franchement, c'était hyper impressionnant. Je crois qu'ils vont en finale NBA, non? C'est l'année 2007, non? C'est 2007, tout à fait. C'est l'année où ils vont en finale NBA. Il y a le match à 48 contre Détroit. Ah non, 2007, non, je te dis n'importe quoi. 2007, ils sont à 27-3. D'accord. C'est sa 4e saison. Bref, sur ta début de saison. Et là, son but, c'était de scorer. C'était visuellement, c'était direct. Et après, moi, je peux pas m'enlever la saison 2012-2013, l'année du back-to-back, où en fait, il va tirer, entre guillemets, que dans les zones où il sait qu'il a un haut pourcentage. Il prend que les tirs, que des bons tirs. Il va pas aller forcer des tirs en fin de possession. Des fois, c'était vraiment criant. Et là, en efficacité, c'était super fort. Et j'avais trouvé que cette saison, au niveau du scoring, était assez incroyable. Je rappelle quand même, je pose cette question, puisque cette année, LeBron James tourne à 29,8 points par match. Il n'y a aucune raison que ça redescende, pour le coup. Et il est, je crois, 3e. Attends, je vais aller voir ça. En moyenne. Rapidos. Ouais. Non, il est 2e meilleur scoreur de la Ligue, derrière Joel Embiid. Ils sont même à égalité. Okay. Donc LeBron James a été une fois meilleur scoreur de la Ligue. Ouais. Dis-nous tout, Auriel, toi, tu voulais réagir à ce qui a été dit? Non, il n'y avait pas spécialement grand-chose à dire. Ah ben écoute, concernant juste le fait que ce soit sa plus belle saison, sa plus belle saison en tant que scoreur, je dirais pas que c'est sa plus belle saison,
mais c'est la saison peut-être où on remarque le plus toutes ses qualités de scoreur. Dans le sens où il est totalement, faut dire la vérité, il est seul. Anthony Davis, il est blessé H24. Russ, il est pas du tout dans sa saison. C'est triste à voir, vraiment triste à voir. Et du coup, LeBron, il est obligé de reprendre la cape des Cavs et qu'il avait chez les Cavs et de recommencer à scorer et scorer énormément. Là, on remarque parce que c'est lui qui met en lumière les Lakers en fait. C'est surtout ça. C'est pas forcément sa plus belle saison en tant que scoreur, mais c'est clairement, on va dire, l'une des plus marquantes. En plus, avec son âge, 37 ans, combien de joueurs on a vu à 37 ans faire ce qu'il fait? Donc voilà quoi. Personne. J'ai peut-être envie de... Je sais pas. On rappelle que Jordan, hein, sur ses 2 années avec les Wizards, donc il met la première année 22,9 points et 20 points la deuxième année dans des équipes qui ne vont pas en play-off. Il est plus vieux, non? Il est plus vieux, ouais. Il a 2 ans, enfin il a 39 et 40, il me semble. En fait, il joue pas sur les âges de... Non, il joue pas. Moi, j'ai quand même envie de croire et de me dire qu'en plus, maintenant, il s'est affiné par rapport à Miami, où c'était quand même un énorme tank. Il s'est affiné depuis ses années Cleveland, mais encore là, il est encore affûté. La vitesse qu'il a, comme il est en phase avec... Je pense qu'il n'a jamais été autant en phase avec son tir externe depuis 1 an et demi, 2 ans. Jamais il a été... Et honnêtement, je le soutiens, vraiment Arthur, que pour moi, c'est sa plus belle performance de scoreur de sa carrière. Vraiment, par le... Il fait des trucs. Tu as raison, à Miami, il est dans des zones de confort. Mais là, je trouve qu'il a une palette. Il n'a jamais eu une palette aussi large. Bah après, ça vient aussi avec mais l'expérience. il a les cannes qui suivent, il a le coffre qui suit. C'est ça qui est complètement fou avec ce garçon. Ouais, écoute. Steph, est-ce que tu es d'accord avec ça? Je sais pas, il y a quelqu'un qui peut me chercher aussi le volume de tir, parce que combien de tirs il prend cette année-là? Il y a d'autres saisons, je crois qu'avec Miami, où il tirait un peu moins et il mettait 27 ou 28 points. Donc il y a aussi à prendre en compte le volume, le nombre de tirs pris aussi par match. Je vais aller voir. Alors tu me parlais, Arthur, de la saison, toi, 2006. Non, donc, sa 3e saison. 2005-2006, il prenait 23 tirs. Ouais. Donc, et il tournait à 31,4 points. Et après, il y a la saison où il est hyper efficace, c'est la saison 2012-2013. Et là, alors là, pour le coup, oui, les gens le disaient dans le chat, il prend 17 tirs et il tourne à 26,8 points. Ouais, c'est chaud. Celle-là, elle fait mal au chicot. Hein. Énorme efficacité. Mais moi, chez les scoreurs, n'oublions pas qu'on veut du volume, on veut du gras, on veut du volume. D'accord? On veut pas que de l'efficacité. Chez les scoreurs, il faut du graillon. Et cette année, du graillon, il prend 21 tirs. Donc c'est vrai mais pour 11,2 marqués. C'est n'importe quoi. Steph, t'as déjà pris 21 tirs à part la hoops avec nous par match? 17, pour le max. Combien? 17, et je peux te dire que je pensais que j'avais été le plus gros croqueur de l'histoire. Quand tu prends 17 tirs sur un match, t'as l'impression d'avoir tiré énormément. T'as l'impression que tout le monde te regarde. Moi, en espoir, quand il y avait les stats, et ça m'arrivait d'avoir des énormes excès, vu l'équipe que j'avais, j'avais l'impression des fois de finir le match en disant, oh putain, j'ai dû shooter 28 fois, et tu te rends compte que t'as shooté 17, 18. Et t'as déjà la sensation d'être un énorme croqueur. C'est ce que t'allais dire. Moi, mes dernières années avant, je prenais genre, je sais pas, je devais prendre 4 tirs, un truc comme ça. Et je sais qu'une fois, j'avais pris 10 tirs. Et à la fin du match, j'étais waouh, mais les gars, j'ai croqué de ouf. Non, ça 20 tirs, c'est énorme. Mais même 15 tirs, c'est énorme. Ton problème, Arthur, c'est que t'as pris 10 tirs dans le corner à 6 mètres. C'était les 10 mêmes. Sur passe de Stephen. Alors attends, j'essaie de prendre quelques commentaires. Non, quand même pas. C'est juste que ça se voit plus que les Lakers puent bien le caca. S'il y avait eu AD, tu dirais pas ça, Erwan? Ouais, mais le problème, c'est que le contexte fait partie. Il n'y a pas Eddie, il est obligé de faire des choses et il est capable de faire des choses. Je trouve que oui, il y a ce contexte des Lakers où il est obligé d'en faire le double. C'est vrai que cette année, quand Westbrook arrive, et dans un monde idéal, on se dit qu'il doit être au repos, qu'il ne doit pas forcer, qu'il doit arriver en pleine bourre pour les playoffs. Le contexte fait que, quand je le vois faire ce qu'il fait à 38 ans avec la palette qu'il a, j'ai vraiment envie de... Je pense vraiment que pour moi, c'est sa saison la plus aboutie en termes de scoring. Voilà, c'est tout. Et un scoreur, pour moi, doit être en phase avec son tir. Et pour moi, depuis, je te dis, cette saison, c'est peut-être l'année où il est le plus... Il a mis des crises de tir à 3 points. Je l'avais rarement avoir autant de crises à 3 points sur une saison. Bon, écoute, après, chacun ses avis. Hein. Tout ça, je pense qu'on est tous d'accord, en tout cas, pour dire que LeBron est en train de réaliser une saison de mammouth. Ah bah oui, belle totote, il la mérite, hein, LeBron. Il la mérite, je suis pas sûr que je vais passer un très bon moment, mais en tout cas, il la mérite. Merci, Uriel. Merci à vous, passez une bonne soirée. On va passer une super soirée. Merci à toi. Ciao. Est-ce qu'on a quelqu'un d'autre qui veut juste nous parler de LeBron, ou on peut clôturer? Alors, je pense que Polo, avec sa voix suave, m'a dit on a fait 35 bonnes minutes.
on peut clôturer. Eh bien, on va clôturer LeBron James en course pour être meilleur scoreur de la ligue. Ça serait la deuxième fois que ça arrive. Et surtout en course, il est à moins de 1500 points de Karim Abdul-Jabbar. Il est en fin de contrat en 2023. Et donc, on refera une émission, certainement, pour le jour où LeBron James dépassera Karim Abdul-Jabbar. Parce que, Steph, je le disais en début de retransmission, nous, on a grandi. Ça fait 20 ans 30 ans qu'on voit Jabbar meilleur scoreur et 20 ans qu'on voit Malone deuxième scoreur. C'est fou quand même de voir ce classement bouger. Arthur, ça lui faisait pas. Oui. Il m'a dit que c'était pour une normale. Ça te fait rien? Moi, ça me fait rien du tout, ni chaud ni froid, puisque ça fait presque 5 ans qu'on est en train de parler de LeBron qui va devenir numéro 1. Donc, écoutez, c'est pas ultra significatif parce que ça reste malgré tout sur la longévité du joueur, certes à très haut niveau, mais je vais pas verser ma petite larme pour Karim et je vais pas verser ma larme pour Karl. Messieurs, vous n'avez pas de cœur, tant pis, c'est pas grave. Je ne travaille avec des gens qui ne sont pas dans l'émotion. Eh ben tant pis, il en faut. S'il y avait que des gens comme moi, on passerait nos vies dans l'émotion. Et c'est pas ce qu'on veut. Et on va profiter que Thomas ne soit pas là parce que lui, l'émotion, il ne sait pas ce que c'est. On l'imagine sur Burnaby en train de bouncer.